a exercé dans les formations sanitaires publiques de la ville de Yaoundé. Et à notre droite, nous avons le docteur Latif Mousse, qui est cardiologue libéral et qui nous vient du Bénin. Et nous-mêmes, le professeur Amadouba, cardiologue. Alors, cette session va avoir un peu une disposition un peu retouchée parce que nous n'avons pas toutes les présentations. Nous avons juste les deux premières, notamment celle qui doit être faite par le professeur Zimmerman, la prise en charge de la fibrillation auriculaire valvulaire, et celle qui doit être faite par le docteur Matanga, doit-on ablater le flûte atrial valvulaire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Zimmerman, qui, nous espérons, va être bref, disons dans les 10, maximum 15 minutes. Professeur Zimmerman, vous avez la parole. Merci. Messieurs les présidents, merci. Une fois encore, j'aimerais remercier chaleureusement la Société camerounaise de cardiologie de m'avoir invité. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait 7, 8 fois, je ne sais plus maintenant, le nombre de fois où je suis venu participer à ce congrès. C'est chaque fois pour moi un immense plaisir. On m'a demandé de vous parler ce matin de la prise en charge de la fibrillation auriculaire valvulaire. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par fibrillation auriculaire valvulaire? À l'heure actuelle, la définition est assez claire, assez stricte aussi. Ça concerne les fibrillations valvulaires, les fibrillations auriculaires qui surviennent dans un contexte de rétrécissement rhumatismal mitral. Ça concerne également les patients qui sont porteurs de prothèses valvulaires cardiaques, qu'elles soient mécaniques ou biologiques. Et pour les Américains, ça concerne également les patients après plastie mitrale. Ça, c'est une catégorie qui est discutée par le reste du monde. Il n'y a qu'aux États-Unis, en tout cas, qu'on associe cette classe de patients à la définition de FA dite valvulaire. Il est bien clair que d'emblée, dans cette définition, vous voyez que si un patient présente une fibrillation atriale dans le cadre d'une insuffisance mitrale, quelle qu'en soit l'origine, dans le cadre d'un prolapsus, dans le cadre d'un rétrécissement ou d'une insuffisance aortique, ce sont bien des pathologies valvulaires, ce sont bien des valvular heart disease, comme disent les anglo-saxons, mais ils ne sont pas associés, toutes ces pathologies ne sont pas associées à un bas débit dans l'oreillette gauche, ni à une surcharge en pression, et donc elles sont considérées comme, sur le plan thérapeutique, on le verra tout à l'heure, comme non valvulaires, ce qui prête un peu à confusion. Et certains auteurs, dont en particulier John Cam, qui a été pendant longtemps le président de la Société rythmologique européenne, pensent qu'on devrait mieux utiliser le terme de Mechanical and Rheumatic Mitral Valvular AF plutôt que Valvular AF. Ça serait plus précis et ça nous donnerait vraiment le contexte dans lequel on doit apporter des précisions concernant le traitement, entre autres, chez ces patients. Alors, le but de la prise en charge de la fibrillation valvulaire, puisque c'est le thème de cette présentation, c'est évidemment en numéro 1 de réduire les complications emboliques et ensuite c'est de réduire les symptômes qui sont associés à l'arythmie. Comme vous le voyez, dans ce cadre-là, on ne parle pas de restaurer ou de maintenir le rythme sinusal. Pendant des décennies, ça a été un peu le paradigme de tous les électrophysiologues, c'est d'essayer de tout faire pour restaurer le rythme sinusal et le maintenir. Aujourd'hui, dans la plupart des directives qui concernent la fibrillation auriculaire, ça n'est plus une priorité. Si on peut le faire, c'est toujours un peu mieux, mais ça n'est plus une priorité. Et d'ailleurs, dans les fibrillations auriculaires non valvulaires, ça n'est également pas un des buts principaux du traitement. C'était un des grands changements d'ailleurs des dernières directives, des dernières guidelines. L'autre très très grand changement, c'était de faire participer le patient à la décision, c'est-à-dire demander l'avis du patient quant à telle ou telle forme de prise en charge ou de traitement. Donc on ne va pas chercher à restaurer le rythme sinusal, on va surtout s'attacher à prévenir et les symptômes et surtout les complications thromboemboliques. Alors je vais commencer par cela. Et on s'est d'emblée posé la question pourquoi il ne fallait pas mettre toutes ces fibrillations, qu'elles soient valvulaires ou non valvulaires, dans le même panier. Eh bien pour une raison très simple. Vous voyez que si vous avez des sujets contrôle, c'est-à-dire même âge, diabète, hypertension, enfin comparables à tous égards, mais sans fibrillation auriculaire, si le risque de faire un accident thromboembolique est de 1% par an, ce risque est multiplié par un facteur 4 à 5 en cas de fibrillation atriale non valvulaire.
Mais ce risque, il est multiplié par un facteur 14 lorsque l'on parle de fibrillation atriale en rapport avec le rétrécissement mitral rhumatismal. Pour les prothèses valvulaires, ça dépend si elles sont mécaniques ou biologiques ou si c'est une réparation. Le risque aussi entre 6, 8 et 20%, le pourcentage le plus élevé étant évidemment pour les anciennes valves de Starr. Donc vous le voyez, dans la sténose mitrale rhumatismale, c'est assez simple. C'est la première catégorie importante. C'est le rétrécissement mitral qu'on voit très très bien évidemment à l'échographie et déjà évidemment détecté par l'auscultation. Vous avez le schéma ici que vous connaissez évidemment bien mieux que moi. Et puis les prothèses valvulaires, encore une fois, il peut s'agir de prothèses mécaniques ou de prothèses biologiques. Selon les directives de la Société européenne de cardiologie, on voit très bien que lorsque l'on a affaire à une valve mécanique ou à un rétrécissement mitral rhumatismal modéré ou sévère, l'algorithme il est extrêmement simple. Vous avez une seule flèche qui vous amène à une anticoagulation avec les antivitamines K. Il n'y a pas à discuter 36 stratégies, il n'y a pas à évaluer des risques complémentaires. Donc c'est un fait admis, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pourquoi on ne parle pas d'autre chose que des AVK? Il y a plein de raisons pour cela. Lorsque l'on va envisager ce traitement antivitamine K, il faut savoir que, contrairement à la fibrillation auriculaire non valvulaire, où l'on va maintenir un INR entre 2 et 3 pour avoir le meilleur compromis entre la réduction du risque thromboembolique et l'augmentation du risque hémorragique, on va, avec les valves mécaniques ou biologiques ou avec le rétrécissement mitral rhumatismal, devoir maintenir une anticoagulation qui va se situer plus haut, entre un INR au minimum de 2,5 et maximum de 4. Et vous voyez qu'on entre tout de suite dans une gamme thérapeutique où la marge de sécurité est beaucoup plus étroite. Il suffit qu'on passe à 5 d'INR, ce qui n'est pas rare quand même chez ces malades-là, et vous avez d'emblée un risque hémorragique qui devient significativement plus élevé. Donc, c'est un travail un tout petit peu d'équilibriste. Alors, évidemment, ici au Cameroun, vous n'avez pas beaucoup l'occasion d'aller gravir des montagnes comme cela, mais chez moi, c'est pratiquement tous les week-ends quand on en a l'occasion. Ça, c'était avec un ami sur l'arête du Zinalrothorn dans les Alpes valaisannes. Et vous voyez qu'on marche sur une arête assez étroite. Et c'est en fait ce qu'on fait en faisant le traitement de la fibrillation auriculaire. D'un côté, vous avez à peu près 600 à 800 mètres de rocher. De l'autre côté, c'est 600 à 800 mètres de glace. Puis là, au milieu, vous devez aller sur cette arête, vous voyez. Donc, il faut être assez prudent. Et pour avoir la sécurité nécessaire, on a une corde, des crampons, éventuellement un piolet. Eh bien, nous, avec la fibrillation auriculaire, on fait un peu la même chose. On oscille entre le risque thromboembolique et le risque hémorragique. Et la corde est représentée par l'INR. On parle tout le temps des scores d'évaluation du risque dans la fibrillation atriale non valvulaire. Et on a utilisé d'abord le score de Chadds, puis le score de Chadds-Vass, qui sont extrêmement utiles pour stratifier le risque thromboembolique lorsqu'on a une fibrillation auriculaire dans un contexte non valvulaire. Il faut savoir que pour les patients qui ont une FA dite valvulaire, donc encore une fois, rétrécissement mitral rhumatismal, modéré ou sévère, et valve artificielle, voire plastille, vous voyez que ce score de Chadds-Vass n'a plus aucune utilité pour une raison tout à fait simple, c'est que ces malades sont déjà jugés à très très haut risque et donc la question ne se pose pas si on va hésiter ou pas à mettre un anticoagulant. Donc le traitement finalement ou l'évaluation, elle est presque plus simple, même si le traitement est plus difficile à conduire, il faut bien le reconnaître. Évidemment, depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans maintenant, on a les nouveaux anticoagulants, les NOAC, comme on dit en anglais, avec le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban, l'édoxaban, toutes ces nouvelles molécules qui sont certes chères, mais qui ont transformé le traitement anticoagulant dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. Alors, est-ce qu'on peut les utiliser dans les fibrillations auriculaires valvulaires? Eh bien, la réponse, vous verrez, elle est plutôt non, et pour essentiellement une raison principale. Toutes les études, ici j'en ai mis que 5, qui sont des études très importantes sur ces nouvelles molécules, toutes ces études n'ont jamais inclus les malades avec rétrécissement mitral modéré ou sévère et n'ont jamais inclus non plus les patients avec valve prothétique. Vous voyez, c'était des critères d'exclusion, ces différents critères-là. Et dans la plupart de ces études, les malades qui avaient ce que l'on inclut dans la fibrillation auriculaire valvulaire ont été exclus de l'étude, donc on ne peut pas avoir de connaissances sur l'efficacité des NOAC dans ce contexte-là.
L'autre raison qui fait que l'on ne va pas donner volontiers des NOAC chez les patients avec une fibrillation auriculaire dite valvulaire, c'est cette étude qui date maintenant de presque 10 ans, hein, qui a été publiée dans le New England par Eichelboom. C'est une étude qui a voulu savoir si ces nouveaux anticoagulants avaient une place ou pas dans ce contexte de fibrillation auriculaire valvulaire. Et ça a été fait avec le dabigatran. Il y avait un nombre de patients relativement important, mais pas énorme. Hein, vous voyez, c'est 160 ou 80 patients, etc. Donc, il n'y a pas un nombre énorme de malades, mais cette étude était extrêmement claire. Les antivitamines K étaient très nettement supérieurs au dabigatran dans cette étude, aussi bien pour les événements thromboemboliques que pour les saignements. Il y avait eu quelques autres études pilotes aussi qui ont toutes été interrompues prématurément en raison d'un désavantage très net par rapport aux antivitamines K. Donc, peut-on utiliser les nouveaux anticoagulants dans les fibrillations auriculaires valvulaires? Encore une fois, avec cette définition qui comprend les prothèses et les rétrécissements mitraux rhumatismaux, la réponse est clairement non au jour d'aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces fibrillations auriculaires valvulaires, on a exclu toutes les autres pathologies valvulaires, insuffisance aortique, sténose aortique, prolapsus mitral, etc. Donc, chez les patients qui ont des valvulopathies ou des atteintes valvulaires, mais qui ne sont ni le rétrécissement mitral ni une prothèse, est-ce qu'on peut donner des nouveaux anticoagulants? La réponse est oui. Et vous voyez que des patients avec des valvulopathies natives mais non rhumatismales ou non prothétiques, les nouveaux anticoagulants réduisent le nombre d'événements thromboemboliques sans augmenter le risque hémorragique. Donc, il y a toute une catégorie de patients avec une maladie valvulaire sous-jacente, pour autant qu'elle ne soit pas rhumatismale touchant la valve mitrale, qui peuvent être traités avec des nouveaux anticoagulants, dont l'apixaban, le dabigatran, l'esdoxaban. Ils vont réduire non seulement les événements thromboemboliques, mais aussi les saignements, alors que pour le rivaroxaban, dans Roquette, ça n'était pas le cas. Le rivaroxaban ne diminuait avait plutôt même tendance à augmenter le risque de saignement chez les patients qui avaient une atteinte des valves natives non rhumatismales. Donc, lorsqu'il y a une valvulopathie autre que celle inclue dans la définition stricte de la FA valvulaire, oui, on peut utiliser les nouveaux anticoagulants. Le deuxième but du traitement ou de la prise en charge des fibrillations auriculaires valvulaires, c'est réduire les symptômes. Donc ça a trait bien évidemment à la tolérance clinique. Et la tolérance clinique a elle-même une très grande dépendance de la fréquence ventriculaire, puisque c'est la fréquence en général qui crée les symptômes dans la fibrillation auriculaire. Toutes les formes décrites de fibrillation auriculaire, classiquement, à savoir diagnostic tout récent, donc une FA d'apparition très récente, qu'elle soit paroxystique par exemple, persistante de longue durée ou permanente, qui sont les différentes formes cliniques admises de fibrillation atriale. En fait, lorsque l'on parle de FA valvulaire, ça va concerner surtout les trois derniers. Il est quand même assez rare qu'une FA sur sténose mitrale ou sur prothèse mécanique soit une FA dite paroxystique. C'est plutôt l'apanage des FA sur cœur sain ou des FA chez l'hypertendu éventuellement. Mais lorsqu'il y a une pathologie valvulaire sévère comme le rétrécissement mitral rhumatismal, malheureusement la fibrillation a d'emblée tendance à être persistante ou persistante de longue durée, voire d'emblée permanente quand le malade arrive à la consultation. Si l'arythmie est mal tolérée, c'est la même chose, qu'elle soit valvulaire ou non valvulaire. Il va falloir tout faire pour restaurer le rythme sinusal assez rapidement après l'avoir freiné. Et donc, on peut être amené, dans les situations où l'hémodynamique est très instable, d'avoir recours à une cardioversion électrique relativement urgemment. Cela dit, il faut se méfier, encore une fois, du risque thromboembolique. Et donc, il faut avoir une anticoagulation bien menée dans les 3 semaines qui précèdent. Et on ne peut pas se satisfaire, comme dans d'autres cadres de fibrillation mal tolérée, de faire un examen transœsophagien juste pour s'assurer qu'il n'y a pas grossièrement de caillots dans l'auricule gauche avant de choquer. Là, pour le rétrécissement mitral rhumatismal ou les valves prothétiques, il faut que le malade soit très bien anticoagulé et qu'on en ait la preuve pendant au minimum 3 semaines avant de tenter une cardioversion électrique.
Maintenant, comme elle est rapide et pas très bien tolérée, en général, on va instaurer un traitement visant à ralentir la cadence ventriculaire. Donc, c'est évidemment toujours les mêmes, les bêta-bloquants, parfois la digoxine ou les anticalciques, qui vont nous permettre de ralentir la cadence pour réduire les symptômes. Et puis, bien sûr que si on a réussi à stabiliser la cadence, réussi à stabiliser l'hémodynamique et qu'on veut absolument tenter une conversion en rythme sinusal, on peut se poser la question d'une cardioversion élective, décalée dans le temps, ou alors on pourra éventuellement tenter une cardioversion chimique avec l'amiodarone, mais là encore, il faudra s'assurer que l'anticoagulation a été bien menée pendant les 3 semaines qui précèdent. Je vous rappelle que le risque thromboembolique ou le risque de migration éventuellement d'un caillot intracardiaque, il est le même avec une cardioversion chimique qu'avec une cardioversion électrique. Ce n'est pas parce que le traitement vous paraît plus simple en prescrivant une pilule que le risque est moindre. Une question qui va se poser si on veut absolument restaurer le rythme sinusal dans la FA valvulaire, et encore une fois, la question devra bien être posée parce que s'il y a une prothèse mécanique ou biologique ou s'il y a un rétrécissement mitral sévère, est-ce que les chances qu'on a de maintenir le rythme sinusal après l'avoir restauré, est-ce que ces chances-là sont élevées? La réponse est non. Il y a une telle surcharge en pression dans l'oreillette gauche, en général, en présence d'une sténose mitrale, qu'il y a de très très fortes chances qu'après une cardioversion, on assiste à une récidive relativement à court terme, ou en tout cas à moyen terme. Mais si vraiment on pense que pour l'intérêt du malade, il faut tout faire pour restaurer le rythme sinusal et qu'on a déjà eu 1 ou 2 récidives après un choc, est-ce qu'on peut discuter une ablation intra-auriculaire dans le cadre de la fibrillation dite valvulaire? Alors, comme l'arythmie va être très souvent récidivante, comme elle est la plupart du temps persistante de longue durée, voire d'emblée permanente, c'est clair que l'indication elle est plus que discutable, hein. Et puis l'ablation classique, à savoir une simple isolation des veines pulmonaires, dans ce contexte d'une atteinte mitrale rhumatismale, il y a peu de chances que ça amène un succès probant. La cardite rhumatismale va toucher la valve, mais aussi l'anneau, aussi une partie du plancher de l'oreillette gauche. Donc les lésions sont beaucoup plus diffuses que la fibrillation atriale sur cœur sain. Parfois, on peut être amené, et c'est un traitement qu'il faut garder en tête parce que certains de ces malades sont non freinables et ils restent extrêmement symptomatiques malgré toutes les drogues qu'on peut leur prescrire. Et dans certains cas, on peut être amené à faire une ablation, mais ce sera l'ablation de la voie normale, c'est-à-dire une ablation de la jonction auriculo-ventriculaire, avec évidemment mise en place d'un stimulateur cardiaque pour arriver à une solution dite radicale. Vous imaginez bien que pour un électrophysiologue comme moi, quand on arrive à cette solution-là de brûler une structure normale juste pour arriver à contrôler des symptômes, c'est particulièrement désolant et c'est en tout cas pas un des gestes les plus, on va dire, glorieux que l'on puisse faire en rythmologie. Mais par contre, sur le plan clinique, ça peut nous amener des résultats absolument phénoménaux. Alors, 1 ou 2 clichés pour vous illustrer ça. Le premier, c'est sur l'ablation. Donc, dans l'ablation des veines pulmonaires, en général, on fait les veines 1 par 1 ou 2 par 2. Parfois, on rajoute une ligne du toit, parfois une ablation au niveau de la veine cave supérieure. Parfois, on va chercher les ganglions des terminaisons parasympathiques, voire des complexes fragmentés, c'est ce qu'on appelle les CAFES. Ou alors, on fait des lignes plus extensives de manière un petit peu chirurgicale. Donc, dans les fibrillations valvulaires, comme les dégâts sont plus importants, comme l'oreillette elle est plus abîmée, elle est plus fibrotique, elle est plus détériorée, on va souvent être amené à faire des procédures de ce type-là, voire ça plus ça, c'est-à-dire c'est des procédures extrêmement longues, très complexes, et encore une fois, dont les résultats ne dépassent guère, je dirais, dans ce contexte, 30 à 40% de succès. L'ablation du nœud auriculo-ventriculaire avec mise en place d'un stimulateur cardiaque, ça vous est illustré ici. C'était un patient avec une prothèse mécanique et qui était très difficilement freinable par les médicaments. Et il avait reçu plusieurs médicaments. Il avait fait une hyperthyréose à la cordarone. Donc une situation assez compliquée. Et finalement, on lui a proposé ça. On lui a dit, écoutez, on n'arrive plus à s'en sortir autrement. Vous avez beaucoup d'effets secondaires. On va vous interrompre la conduction AV. Ce qui est fait ici, vous voyez le petit RF ici, ça veut dire que c'est là qu'on a appliqué le courant de radiofréquence. Ça se fait au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire. Donc, on met le cathéter sur le IS, ce qui est facile à repérer. On se retire très légèrement proximalement. Et lorsqu'on est avec un rapport entre A, qui représente l'oreillette, et V, qui représente le ventricule adéquat, on applique le courant. Et vous voyez qu'après quelques secondes, ici il y a peut-être 4 ou 5 secondes, vous voyez qu'on crée
artificiellement un bloc AV complet avec reprise ici par le pacemaker. Évidemment, ceci ne peut être fait que lorsque le pacemaker est déjà en place et qu'on est sûr qu'il n'y a pas un déplacement de sonde, parce que vous imaginez bien que si on crée volontairement un bloc AV complet, et généralement il n'y a pas beaucoup de rythme de substitution quand on fait ça, il faut avoir une ceinture de sécurité. Mais cliniquement, encore une fois, c'est une solution qui peut être proposée un petit peu en bout de course à des malades non contrôlables par ailleurs. Est-ce qu'il y a une place, on a parlé de la place de l'ablation dans l'oreillette gauche, au niveau du nœud AV, est-ce qu'il y aurait une place, par exemple, pour l'occlusion de l'auricule gauche? Vous savez que c'est une tactique qui se fait maintenant depuis quelques années pour éviter un traitement anticoagulant à long terme ou lorsque ce traitement est dangereux parce qu'il y a des risques hémorragiques. Certains auteurs ont proposé depuis plus de 10 ans maintenant des espèces de bouchons comme ça. Là, c'est un exemple de Watchman, mais il y en a plusieurs autres, qu'on peut par cathétérisme, par voie transseptale, qu'on peut mettre à l'orifice de l'auricule. C'est comme si on rebouche une bouteille, en fait, puis on se dit, bah voilà, les caillots qui pouvaient se former dans l'auricule, ils vont rester derrière ce bouchon, et comme ça, ils ne pourront pas migrer dans la grande circulation. Alors, est-ce que ça pourrait se concevoir dans une fibrillation auriculaire valvulaire? Ça se fait pas fréquemment, mais ça se fait quand même pas mal en Europe et aux États-Unis dans les fibrillations auriculaires non valvulaires. Alors, à mon avis, non. Pour deux raisons. D'abord parce que toutes les rares études, et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de malades qui ont été inclus